Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la règle de Age of Civilization, un jeu de Jeffrey CCH, édité par IceMakes pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Dans Age of Civilization, vous devez guider votre peuple vers le chemin de la gloire, analyser les caractéristiques de chaque époque que vous traverserez, prendre les meilleures décisions pour le développement de votre royaume et incarner plusieurs civilisations renommées dans l'histoire de l'humanité. À travers la naissance et le déclin des autres empires, votre civilisation unique va resplendir dans le monde entier. Nous allons tout d'abord commencer par la mise en place. Alors déjà, chaque joueur va choisir une couleur de joueur entre noir, marron, jaune ou blanc. Ensuite, en théorie, la piste de score est formée par 2 cartes comme ceci. Moi, j'ai la piste de score autour de ce tapis, mais si vous ne l'avez pas, il faut la former avec les 2 cartes. Ensuite, vous prenez les marqueurs score des joueurs et vous les mettez sur les 0 de la piste de score. Ensuite, vous allez mélanger le paquet de cartes merveilles qui aura ce dos-là, et vous allez mettre 3 merveilles plus le nombre de joueurs. Donc moi, dans une partie à 3 joueurs, j'ai bien mis 6 merveilles, 3 plus le nombre de joueurs. Vous allez également mélanger le paquet de cartes civilisation avec ce dos-là et mettre à disposition 5 civilisations pour démarrer la partie. Vous allez ensuite mélanger les cartes actions. Elles sont au nombre de 8 et elles ont ce dos-là. Vous allez les mélanger et vous allez aligner les 8 cartes actions dans un ordre aléatoire comme ceci. Vous allez également prendre la carte action permanente, qui est celle-là, et la mettre comme ceci au-dessus des 3 premières actions. Vous allez également mettre à disposition ici l'ensemble du matériel, c'est-à-dire les jetons science, les pièces et les pièces d'or qui valent 3 pièces. Chaque joueur va prendre une carte technologie comme celle-ci et la mettre par devers lui, va recevoir 3 pièces et va recevoir les 4 nipples à sa couleur qu'il mettra sur le côté gauche de sa carte technologie. Enfin, on va tirer au sort un premier joueur qui prendra ce marqueur, ou si vous ne l'avez pas, ce marqueur. Sachez que Age of Civilization se joue en 6 manches. Là, vous êtes en position manche 1, et là, vous voyez, moi, j'ai le tapis qui indique manche 2, 3, 4, 5, 6. Et la carte action permanente, à la fin de chaque manche, va venir recouvrir le symbole de la manche suivante. Donc là, on sera en manche 2, en manche 3, 4, 5 et 6, puis le jeu sera terminé. Donc, c'est comme ça qu'on va compter les tours. Quand cette carte-là arrivera au bout, on jouera la dernière manche et après le jeu se terminera. Et bien entendu, à la fin du jeu, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Donc au niveau des tours de jeu, on va jouer en sens horaire. Donc par exemple là, le blanc va jouer, puis le jaune, puis le marron, sachant que chacun va jouer l'intégralité de son tour avant de passer au joueur suivant. Et quand tous les joueurs auront réalisé l'intégralité de leur tour, ça sera la fin de la manche en cours. À chaque manche, vous allez pouvoir faire 3 choses, à savoir, vous allez pouvoir en un, faire naître ou annexer une civilisation, et c'est optionnel. En 2, réaliser des actions ou se reposer. Et en 3, résoudre les ouvriers et éventuellement les pouvoirs, on va dire, de fin de tour. Au tout premier tour de la partie, chaque joueur à son tour devra impérativement jouer la phase 1 et faire naître une civilisation. Car on ne peut pas jouer sans avoir au moins une carte civilisation devant soi. Donc ça sera parmi les civilisations qui ont été rendues disponibles au début de la partie. Donc tout simplement, le joueur va choisir une de ces cartes civilisation, va la prendre et elle va la mettre par devers lui. Il faut savoir que sur l'ensemble des cartes civilisation, il y a un nombre de meeples entre 2 et 4 ici. Il y a un pouvoir ici qui est un pouvoir pour la civilisation active. Et il y a un pouvoir ici qui sera disponible pendant toute la partie. Donc par exemple, si je prends la Polynésie, je la mets ici par devers moi. Et à ce moment-là, comme il y a 3 meeples sur la Polynésie, je prends 3 meeples et je les fais passer par-dessus, ce seront mes meeples actifs. Celui-là restera totalement inactif. Quand j'ai fait ça, je
d'abord, je place une pièce sur chaque civilisation restante, et ensuite, je complète par la civilisation qui reste. Avant de vous expliquer la suite du tour, sachez que cette première action devra être faite par chacun au premier tour. Ce qui veut dire que quand ça arrivera au tour du joueur jaune et qu'il fera sa première phase, eh bien il pourra choisir parmi ces 5-là, et s'il en prend une qui a une pièce dessus, eh bien il pourra récupérer cette pièce. Donc en toute logique, par exemple, s'il prend les Ottomans, eh bien il récupère la pièce, et de la même manière, eh bien, il devra, comme ça, mettre une pièce sur les civilisations restantes et révéler une civilisation en remplacement. Ce qui fait que ça équilibre un petit peu le fait que le premier joueur choisisse sa civilisation en premier, puisque les joueurs suivants risquent de pouvoir choisir des civilisations avec des pièces dessus. Ça, c'est uniquement au premier tour. Je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, la phase 1, qui consiste à faire naître ou annexer une civilisation, elle est optionnelle normalement, sauf au tour 1. Au tour 1, par contre, vous ne pouvez pas annexer de civilisation, je vous expliquerai ce que c'est un petit peu plus tard. Vous ne pouvez que faire naître une civilisation, ce que je viens de faire là avec la Polynésie, ou avec l'Empire ottoman par exemple, c'est-à-dire prendre la civilisation et la poser telle qu'elle à côté de vous. Et là, de la même manière, les 3 meeples auraient rejoint l'étage supérieur, puisqu'il y a 3 meeples ici aussi, et celui-là serait resté là. Et vous voyez que là, par exemple, l'Indonésie a 4 meeples, où les sites ont seulement 2 meeples par exemple. Voilà la première action du jeu qui est impérative. Pour la phase 2 du tour d'un joueur, et je vous rappelle que normalement un joueur joue l'intégralité de son tour, donc ça veut dire que là, après avoir pris la Polynésie, j'aurais dû jouer l'intégralité de mon tour avant que le joueur 2 lui-même choisisse l'Empire ottoman et commence le sien. Donc en phase 2 de son tour, on a 2 choix. Soit on se repose, c'est-à-dire qu'on ne fait aucune action avec l'ensemble de ces meeples, et on va gagner 2 pièces de la réserve, et un jeton ouvrier qui va remonter là. Sachant que on est de toute façon limité à 4 maximum jetons ouvriers, donc si je me reposais mais que j'étais dans cette situation-là, je ne gagnerais pas d'ouvriers supplémentaires. Bon, ça c'est pas l'action la plus conseillée. On peut se reposer ou on peut réaliser des actions. Pour réaliser des actions, on ne va pouvoir réaliser des actions que sur la carte d'action permanente et sur les 3 cartes en dessous de celle-ci, c'est-à-dire qu'un maximum de 6 actions s'offrira à nous à chaque tour. Si je suis là, les 6 actions seront celle-ci, et celle-ci ne sera plus disponible, et ainsi de suite. Ça veut dire que, au fur et à mesure que la partie avance, certaines actions deviennent plus disponibles, comme là la pêche, eh bien dès le deuxième tour, je ne pourrai plus aller pêcher, ça sera plus possible. Inversement, des actions qui n'étaient pas encore disponibles, comme là la ferme, deviennent disponibles, et par exemple plus tard le commerce ou la culture deviendront disponibles, et pour l'instant ils ne le sont pas si je suis au tour 2. Donc les actions disponibles, ce sont celles sur la carte d'action permanente et les 3 du dessous. Et tout simplement, il y a des emplacements ronds, rouges ou blancs, avec des coups à l'intérieur et un nombre de meeples dessinés. Et ça me dit ce que je dois faire pour réaliser l'action. Par exemple, si je veux aller pêcher, ça ne me coûte rien et ça me coûte un meeple. Je me pose dessus et je vais pêcher. Si je vais chasser, il y a 2 cases disponibles, mais à chaque fois qu'on active une ou l'autre des cases avec un meeple, on fait l'action. Si je veux aller faire une conquête, eh bien, je vais me poser ici. Un asservissement ici, une recherche, je vais me poser ici, et je vais devoir payer également 4 sous, et si je veux construire une merveille, je devrais me placer ici, et je devrais payer 7 sous. Certains emplacements d'action comme la ferme nécessitent 2 meeples pour être activés, donc je suis obligé de poser les 2, si j'en pose qu'un, ça n'a aucun effet, de poser les 2 meeples dessus pour réaliser l'action de la ferme. C'est pareil pour l'action de construction qui nécessite 2 $ et 2 meeples. Donc voilà, pendant mon tour, je vais placer tout ou partie de mes meeples sur les actions qui m'intéressent, par exemple, et je vais bien évidemment payer les coûts s'il y a des coûts à payer, et réaliser les actions. Une fois que j'aurai fini, eh bien, je vais passer en phase 3. La phase 3, c'est résoudre les ouvriers. Résoudre les ouvriers, c'est vérifier si en dessous de l'ouvrier, c'était blanc ou si c'était rouge. Si c'était blanc, mes ouvriers reviennent ici. Si c'était rouge, comme pour une merveille par exemple, mon ouvrier à ce moment-là revient sur le côté et ne sera plus disponible. Donc tout simplement, en phase 3 de mon tour, blanc ou rouge, blanc ça reste au-dessus disponible, rouge ça passe à gauche non disponible.
De là, je regarde si j'ai éventuellement des effets de fin de tour. Et à ce moment-là, j'ai fini mon tour et ça passe au joueur suivant qui va faire de même. Donc je ne bloque jamais les actions pour les autres joueurs, puisque je joue l'intégralité de mon tour et tous mes meeples reviennent avant le joueur qui réalise son tour suivant. Dès le deuxième tour, au début de votre tour, vous aurez le choix de faire naître une nouvelle civilisation ou d'annexer une nouvelle civilisation. Ce qui vous permettra de récupérer une des cartes civilisation et de la mettre par devers vous. Attention, pendant toute la partie, vous serez limité à 3 cartes civilisation maximum en tout. Ça veut dire que si au tour 2, j'annexe ou je fais naître une civilisation, et au tour 3, j'annexe ou je fais naître une civilisation, je ne pourrai plus effectuer cela aux 3 premiers tours des tours 4, 5 et 6. Donc automatiquement, il va falloir que je choisisse à quel moment c'est le plus intéressant pour moi de faire naître ou d'annexer des civilisations. Donc si je décide de faire naître ou annexer une civilisation, eh bien je vais choisir une civilisation parmi celles qui sont là, par exemple l'Indonésie. Si je veux faire naître l'Indonésie, eh bien tout simplement, je vais la mettre par-dessus la Polynésie, en veillant bien à ce que la partie grisée en bas reste visible, car ça, ce sont des pouvoirs qui resteront tout le temps. À ce moment-là, je vais regarder combien de meeples à l'Indonésie et je vais ajuster mes meeples disponibles en fonction de ce qu'avait l'Indonésie. Ce nouveau pouvoir sera disponible, ainsi que celui-ci sur la partie grisée. Je conserve celui-ci sur la partie grisée, mais je perds celui qui était là au niveau de la Polynésie. Ça, c'est faire naître une civilisation. Maintenant, si j'avais voulu annexer l'Indonésie, ça aurait été l'inverse. J'aurais mis l'Indonésie sous la Polynésie, en veillant bien également à ce que la partie grisée soit visible en dessous. À ce moment-là, je ne réajuste pas mes niveaux, mais j'ai le droit, s'il y en a, de récupérer un meeple pour le remonter ici. Dans tous les cas, que j'annexe ou que je fasse naître une civilisation, c'est comme tout à l'heure, je vais rajouter une pièce sur chaque carte encore restante et révéler une nouvelle carte. La mise en place des pièces ne se fait que si un joueur réalise l'action numéro 1 de faire naître ou d'annexer une civilisation. Si le joueur passe cette phase, puisqu'il ne pourra la faire que 3 fois en tout, dont obligatoirement au tour 1, donc seulement 2 fois en tout dans les 5 tours qui arrivent, eh bien si le joueur choisit de ne pas le faire et passe, aucune pièce n'est rajoutée ici. Quand on vous parle sur les pouvoirs des cartes civilisation, les pouvoirs qui sont généralement dans ces encadrés-là jaunes, et bien que le pouvoir se fait à la naissance de la civilisation, ça veut dire que le pouvoir ne se fera que si vous la faites naître, si vous la mettez par-dessus. Si vous l'annexez en la mettant en dessous, le pouvoir ne se fera pas. Quand chaque joueur a joué son tour complet, on passe le jeton premier joueur, mais en sens anti-horaire. Donc par exemple, hop, le nouveau premier joueur passerait ici. Du coup, celui-ci jouera en 1, celui-ci jouera en 2, et celui-ci jouera en 3, parce que par contre, le tour se joue en sens horaire. Et au tour d'après, par exemple, on passerait à lui, qui jouera en 1, lui en 2, et lui en 3. Donc ça, il faut bien y penser. On passe le jeton premier joueur à la fin du tour du dernier joueur, en sens anti-horaire, puis on joue à partir du premier joueur, en sens horaire. Évidemment, de la même manière, à la fin de la manche, on passe le jeton et on avance cette carte pour marquer la manche suivante. Par exemple, ici, on vient d'arriver en manche numéro 3. Je vais vous expliquer plus en avant les actions. Ici, pour un meeple, vous allez gagner tout simplement une pièce à prendre de la réserve. Ici, pour un meeple, vous allez gagner une pièce, et si vous n'avez pas encore de technologie, vous gagnerez également un point de victoire. Les technologies, j'y reviendrai après, vont se mettre ici, sur votre piste de technologie. Donc si vous n'avez pas encore de jetons dessus, ce qui est le cas parce qu'il n'y a pas de jeton bleu, eh bien, à ce moment-là, pour la chasse, vous gagnez un point de victoire. Il y a 2 emplacements, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 2, mais si vous le faites, vous gagnerez à chaque fois une pièce, et éventuellement, à chaque fois, un point de victoire. Pour la conquête, si vous avez le plus de boucliers sur l'ensemble de vos cartes
technologie de vos cartes merveille et de vos cartes civilisation, eh bien si vous avez le plus de boucliers, donc le plus de militaires, eh bien vous gagnez 2 points de victoire. Sinon vous ne gagnez rien, donc vous n'allez pas tenter de faire une conquête si vous n'êtes pas en tête militairement. Pour la ferme, il vous faudra 2 meeples. J'oubliais, pour la conquête, à la fin du tour, votre meeple est perdu, il ne vient pas ici, il se met ici sur le côté gauche, il ne sera plus utilisable, bien entendu. Pour la ferme, il vous faut 2 meeples pour l'activer, sinon il ne se passe rien et vous gagnerez 3 pièces. Pour la peste, eh bien, ce n'est malheureusement pas une action, et j'y reviendrai sur ce qui se passera quand il y aura la peste. Pour le commerce, eh bien, pour un meeple, vous gagnez 2 pièces et l'ensemble des autres joueurs en gagnent 1. Pour la culture, ça vous coûte 1 meeple et 4 $, mais vous permet de gagner 2 points de victoire. Pour la construction, ça vous coûte 2 meeples et 2 $ pour gagner également 2 points de victoire. Concernant les actions permanentes, pour l'asservissement, eh bien pour un meeple, vous gagnez 2 pièces, mais à la fin du tour, ce meeple n'est pas conservé et passe à gauche. Pour la recherche, vous gagnez 1 point de victoire pour 4 $ et 1 meeple, et vous gagnez une technologie. Et ça aussi, je vais y revenir concernant les technologies qui sont donc ici. Et là encore, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 2 cases, mais vous pouvez si vous le voulez. Mais si vous utilisez les 2 cases, ça sera donc 2 meeples et 8 $ qu'il vous faudra. Et là, pour 7 $ et votre meeple qui sera passé sur la gauche et inutilisable pour la suite, vous allez gagner 3 points de victoire et une carte merveille à choisir ici dans la rangée des cartes merveille. Alors, concernant la recherche, je vous fais voir un peu plus en avant ceci. Voilà votre tableau de technologie. Quand vous effectuez ici une recherche et que vous gagnez comme ça une technologie. Après, vous pouvez gagner des technologies peut-être sur certaines cartes civilisation ou autres, mais sinon, c'est avec la recherche que vous le faites. Eh bien, vous allez être obligé de commencer par une des technologies du bas, une des 3, soit l'écriture, soit la navigation, soit l'exploitation minière. Puis par la suite, vous serez obligé de suivre les flèches. Si vous avez fait la navigation, eh bien la prochaine fois que vous faites à nouveau une recherche, eh bien vous aurez le choix de faire soit l'écriture, soit l'exploitation minière, parce qu'elles sont en bas, ou soit au-dessus de la navigation, les mathématiques. Si vous faites les mathématiques, la fois d'après, vous aurez le choix entre écriture, exploitation minière, ou en partant des mathématiques, sciences, ingénierie, poudre à canon, puisqu'il y a les flèches absolument partout. Donc, vous êtes obligé de partir des technologies du bas, et à chaque fois que vous avez fait des technologies du bas, eh bien vous avez des options supplémentaires qui s'offrent à vous, vous êtes obligé de suivre les flèches et de faire dans l'ordre des flèches. Vous ne pouvez pas faire l'ingénierie directement, ou l'éducation directement, si vous n'avez pas fait, par exemple, l'écriture avant. Ceci étant dit, à chaque fois que vous faites une recherche et que vous choisissez eh bien, la recherche que vous voulez faire, par exemple la navigation, eh bien, vous prenez un cube de recherche comme ça et vous le mettez dessus pour dire que vous avez bien découvert la navigation et par la suite vous savez où vous en êtes et vous savez que vous pouvez faire soit écriture, soit exploitation minière, soit mathématiques et ainsi de suite. Vous allez rajouter des jetons comme ça pour savoir ce que vous avez découvert. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est assez simple. L'écriture vous permettra d'avoir une culture améliorée. Donc, la culture, elle est là, elle vous donne normalement 2 points de victoire. Avec l'écriture, vous aurez un point de victoire supplémentaire. La navigation vous donne 1 en militaire, les fameux boucliers, et améliore 2 autres actions, la pêche et le commerce, pour lesquelles vous allez gagner une pièce supplémentaire. Par exemple, la pêche, vous allez gagner 2 pièces au lieu d'une. L'exploitation minière, eh bien, elle va vous donner 2 en militaire, et la construction coûtera moins cher. L'action de construction qui coûtait, je crois, 2 $, eh bien, oups, là, elle coûtera plus que 1 $. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le travail du fer, c'est 3 en militaire de plus. La poudre à canon, c'est 3 en militaire de plus, et c'est une conquête, quand vous la faites, qui vous donne plus 1 point de victoire. Donc la conquête... Je ne sais plus où je l'ai mise, la conquête elle est là. Si vous êtes en tête militairement et vous faites cette action, vous gagnez 2, et bien là, vous gagnerez 3. Les recherches, la recherche vous coûte moins 1 avec les mathématiques, donc ça c'est la recherche, c'est ce que vous avez là. Et bien la recherche ne vous coûtera pas 4 $, mais 3 $ pour être réalisée. Concernant l'éducation, à chaque fin de tour, vous pouvez faire une culture sans meeple. Donc quand votre tour est terminé, eh bien, même si l'action culture n'est pas disponible encore, c'est pas important, si vous avez 4 $ à dépenser, vous pouvez réaliser cette action de culture à la fin de votre tour, sans meeple, donc sans avoir à vous poser dessus.
et en ayant tout bonus associé. Par exemple, si vous avez l'écriture, ça vous rapportera bien 3 au lieu de 2, et a priori, si vous avez l'éducation, vous avez l'écriture. Donc voilà, au niveau de l'éducation, ça se joue à la fin du tour. Si vous avez ces 4 $, sans meeple, vous pouvez réaliser une action éducation. L'ingénierie, à la fin de la partie, vous aurez plus 1 point par merveille que vous possédez, et la construction vous rapportera également plus 1 point. Et la science, quand vous la gagnez, c'est plus 1 point par manche future. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus 1 point par manche future? Je vais remettre un petit peu l'ensemble des cartes vite fait. Voilà, donc si par exemple je suis dans cette configuration en manche 2, et que je découvre, donc on avait dit la science ici, eh bien plus 1 point par manche future, 1, 2, 3, 4 manches futures, ça me donne 4 points. Si je découvre la même science à ce niveau-là, en manche 4, ça ne me donnera que 1, 2 points. Donc voilà ce que ça veut dire, plus 1 par manche future. Donc pour revenir sur 2 autres concepts, eh bien il y a le concept des merveilles. Je vous l'avais dit, le concept des merveilles, c'est ici, pardon, je mets 2 fois la carte, ici, si je réalise ma merveille, c'est 3 points de victoire plus une merveille. Donc les merveilles, je les prends ici, et je choisis celle que je veux, je la prends, je la place dans ma zone de jeu, et les merveilles ne sont jamais remplacées, donc elles sont limitées, et c'est à vous de gérer pour essayer d'avoir les merveilles qui vous intéressent. Les effets des merveilles sont généralement assez clairs, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Donc les 2 autres choses qui vous restent à savoir, eh bien c'est le fameux symbole de la peste. Sachez que quand on arrive comme ça, en changeant de manche, sur la carte peste qui serait juste en dessous à droite, qu'on franchit donc ce symbole, eh bien tout le monde va prendre un meeple et le déplacer ici dans la zone des meeples qui ne peuvent pas être utilisés. Donc si lui avait été comme ça, hop, de la même manière, ça vient là. Donc en gros, chacun perd 1 de population. La deuxième chose, c'est des cartes comme la pêche, comme la chasse et comme la conquête. Quand on franchit ce symbole-là, donc par exemple dans mon cas de figure, ces 3-là ne sont pas actifs parce que c'est le début de la partie, et donc on ne les a pas franchis. Donc ça c'est un cas assez rare, hein, une seule guerre dans la partie. Donc quand là je vais franchir au niveau de ce symbole du commerce, eh bien il va y avoir la guerre. La guerre, qu'est-ce que c'est? Eh bien on va comparer les forces militaires de chacun, donc rappelez-vous les boucliers qui sont là par exemple, qui peuvent être ici ou qui peuvent être, pourquoi pas, sur les merveilles ou ailleurs, tous les boucliers que vous avez, et on va regarder qui a le moins de boucliers. Et cette personne-là va se retrouver de la même manière à perdre comme ça 1 de population qui va aller sur le côté. S'il y a plusieurs personnes qui sont à égalité pour le moins de boucliers, toutes ces personnes vont perdre un meeple et le faire passer sur le côté. Et donc on va jouer comme ça 2 manches en manche jusqu'à arriver au bout ici et à jouer la dernière manche avec les 6 actions qui sont là. Une fois que ça sera fait et que chacun aura réalisé son tour de jeu et voir ses actions de fin de tour, eh bien il pourra y avoir des points distribués pour la fin de la partie. Souvent sur les merveilles comme celle-là, voilà, fin de la partie, on vous dit ce qui se passe et si vous répondez aux critères, vous allez gagner des points supplémentaires. Donc n'oubliez pas, tout au long de la partie, bien entendu, de marquer vos points sur la piste de score. Et une fois qu'on a vérifié pour chacun les capacités de fin de partie, eh bien le joueur avec le score le plus élevé va l'emporter, et en cas d'égalité, c'est celui qui aura le plus d'ouvriers restants ici qui va l'emporter. S'il y a toujours égalité, ce sera au nombre de pièces, et s'il y a toujours égalité, à ce moment-là, eh bien ils se partageront la victoire. Sachez qu'il y a différentes petites variantes qui sont assez sympathiques. La première, c'est la variante innovation, qui va vous faire intégrer ces cartes technologie spéciales lors de la mise en place. Donc à ce moment-là, lors de la mise en place, vous allez mettre autant de cartes technologie spéciales que de joueurs plus une. Dans ma partie à 3 joueurs, j'aurais donc mis par exemple 4 cartes technologie spéciales. Donc j'aurais mis ces 4 cartes face visible dans un endroit du jeu, par ici par exemple au-dessus des merveilles. Et à son tour, eh bien, chaque joueur peut pour une pièce, acheter une carte technologie spéciale. Mais il doit respecter 2 conditions. D'abord, il doit recouvrir le bon endroit, c'est-à-dire que là on voit bien que c'est une carte gauche, là on voit bien que c'est une carte milieu par exemple, et là on voit bien que c'est une carte droite. Et celle-ci c'est à nouveau une carte gauche, hein, comme vous pouvez le voir.
Donc vous devez recouvrir le bon endroit. Cet endroit doit être vierge de tout marqueur science déjà dessus. Et également, vous ne pouvez dans la partie avoir qu'une seule de ces cartes par joueur. Et tout simplement, eh bien, ça vous permettra d'avoir des choses différentes. Par exemple, ici, on voit que la fortification et la cartographie viennent remplacer l'éducation et l'écriture. Donc ça vous permettra d'avoir des choix un petit peu sympathiques et différents pour varier les parties au niveau de la piste scientifique. L'autre variante possible, c'est la variante du draft. Donc tout simplement le draft ici des cartes civilisation pour réduire le hasard. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que quand vous allez commencer à savoir jouer, eh bien vous allez certainement vouloir drafter vos cartes. Au niveau de la mise en place, au lieu de mettre 5 cartes civilisation comme ça sur le marché, vous ne le ferez pas et vous allez tout simplement donner 7 cartes à chaque joueur. Chaque joueur va avoir donc sa main de 7 cartes, va regarder les différentes civilisations, va en choisir une à conserver, puis va placer les cartes à son voisin de gauche. Va recevoir les cartes de son voisin de droite, dans les cartes reçues de son voisin de droite, on va de nouveau regarder, on va en choisir une, on va la garder et on va faire passer au joueur d'à côté et ainsi de suite. On va le faire jusqu'à ce qu'on choisisse sa 5e carte. Quand on aura choisi sa 5e carte, les 2 cartes restantes, on va les mettre ici, disponibles sur le marché des civilisations. Donc il y aura forcément sur ce marché 2 cartes par joueur, donc entre 4 et 8 cartes sur ce marché. Ça, c'est la première chose. Donc chacun aura au début de la partie une main constituée, secrète, de 5 cartes civilisation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au début de la partie, vous allez choisir soit une civilisation du marché, soit une civilisation de votre main pour la poser, ce qui ne vous rapportera rien, ce qui ne rapportera rien à aucun joueur. Puis après, pendant la partie, quand vous allez vouloir faire naître une civilisation ou annexer une civilisation, vous aurez le choix de le faire avec une civilisation du marché ou une civilisation de votre main. Et quel que soit votre choix, le marché ou votre main, cette annexe ou cette naissance vous rapportera 2 pièces. À ce moment-là, si vous avez choisi une civilisation du marché, vous ne la remplacez pas. Et si à tout moment il n'y a plus de civilisation dans le marché, eh bien les joueurs ne peuvent plus choisir des cartes du marché et sont obligés de jouer des cartes de leur main, sachant également que vous ne prenez jamais de nouvelles cartes en main. Quand vous jouez une carte de votre main, vous ne la complétez pas, bien entendu. Et pendant la partie, vous ne montrez jamais les cartes que vous avez en main aux autres joueurs, de manière assez logique. Voilà ce qu'il en est concernant le draft. Il va vous rester la variante Un monde en mutation, pour laquelle vous allez devoir mélanger 9 jetons événements que je vais vous faire voir. Donc ce sont ces 9 jetons-là. Voilà, il y en a 4 comme ça sur fond vert, 1 sur fond gris comme cela, et 4 sur fond marron qui sont ceux-là. Vous allez donc les mélanger. Et une fois que cela sera fait, au niveau de la mise en place, eh bien vous allez mettre au hasard 3 jetons au-dessus des 3 dernières cartes. Et tout simplement, quand vous allez atteindre ces manches-là, eh bien vous allez déclencher les événements de ces jetons, sachant que ces jetons se déclenchent toujours avant les événements des cartes, donc éventuellement avant des guerres ou des pestes, mais que dans tous les cas, les guerres et les pestes auront bien lieu, même s'il y a un événement par-dessus. Donc voilà au niveau de cette petite variante-là, qui est assez sympa, sachant que de manière assez standard, si vous avez ce jeton-là, ce n'est pas un événement, et sinon, pour les 4 autres et les 4 autres des autres couleurs, c'est assez simple à comprendre, et c'est indiqué dans la règle ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire au moment où vous allez arriver dessus. Donc là aussi, vous allez pouvoir planifier certaines choses en fonction des événements connus qui vont arriver lors des dernières manches. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour donc Age of Civilization, un petit jeu très rapide et en même temps très tendu et très sympathique. Une petite course au point de victoire sous un thème de civilisation plutôt bien ficelé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et si ce n'est pas déjà fait, cliquez en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.